Le balado Histoire d'un soir vous est présenté par les abonnés Patreon du podcast. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement où les gens qui s'inscrivent peuvent donner le montant qu'ils veulent, là, entre 1 et 30 $, je pense que j'ai programmé, une fois par mois. Puis, en fait, c'est vraiment avec ce fonds-là qu'on est capable de financer l'enregistrement des épisodes, la production, la diffusion. Donc, en fait, Histoire d'un soir est cette année, en fait, en 2022, est une production indépendante qui est entièrement basée sur les cotisations de Patreon. Donc, si jamais vous voulez supporter le podcast, c'est vraiment la manière la plus concrète là, de le supporter. Donc, juste à marquer Patreon Histoire d'un soir sur Google. Vous devrez nous trouver assez facilement. Puis là, vous pouvez vous inscrire pour devenir un supporter régulier du balado. Je tiens aussi à remercier le café Yo Eco, là, que ça fait comme 2 ans qu'ils nous supportent dans le projet de podcast. À chaque épisode, là, vous entendez la chronique café qu'on appelle présentée par Jérémy. C'est des cafés qui nous sont fournis par le Yo Eco Espresso Bar. C'est un café qui est situé dans le quartier Villemort à Montréal. Puis, en fait, là, il y a plein de bons torréfacteurs qui sont disponibles là-bas. Donc, on boit du café Escape, du café Canal. Puis, en fait, c'est ce qu'on sert à chaque début de podcast. Puis, vous êtes chanceux. On a un beau code promo pour vous. En fait, on n'a pas un code promo, pardon. On a une promo pour vous. Donc, si jamais vous allez au YoEco, juste à dire que vous êtes un auditeur et une auditrice du balado Histoire d'un soir, puis vous avez 2 pour 1 sur les boissons, c'est quand même très hot, 2 pour 1 pour un latte, là, c'est très cool, plus un 25% de rabais sur les sacs de café. Donc, voilà, je te vous présenter au YoEco et dire que vous êtes une personne qui écoute le balado Histoire d'un soir. Enfin, pour une deuxième année, encore une fois, on est en partenariat avec le musée McCord Stewart. Et cet automne, en fait, vous allez pouvoir plonger dans le 19e siècle grâce à l'exposition rétrospective du photographe Alexander Anderson, Art et Nature. Vous allez pouvoir faire un tour dans les années 1970 avec Disraeli revisité, chronique d'un événement photographique québécois et revivre les prémices de la pandémie avec les photographies de Michel Huneau. Vous allez aussi pouvoir assister à la très pertinente exposition Voix autochtones d'aujourd'hui, Savoir, trauma et résilience, qui présente des objets et des témoignages issus des 11 nations autochtones au Québec. Donc, on rappelle que le musée McCord Stewart célèbre la vie à Montréal d'hier à aujourd'hui, son histoire, ses gens, son peuple et ses communautés. Puis, pour le musée McCord, vous avez un code promo. Donc, si jamais vous voulez aller visiter le musée, prendre des billets pour une journée, vous allez juste à mentionner le code promo Histoire 2022 en faisant votre achat Histoire 2022, je rappelle, et vous allez avoir un 25% de rabais sur l'admission au musée. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Éric Bédard. Éric Bédard est professeur d'histoire à l'Université TÉLUQ. Docteur en histoire de l'Université McGill, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et vice-président de la Fondation Lionel Groulx. Il est spécialiste de l'histoire du Québec et du Canada, de l'histoire des idées politiques ainsi que de l'historiographie. Au cours de sa carrière de chercheur en histoire, Éric Bédard a fait paraître plusieurs ouvrages, dont plusieurs jouissent maintenant d'une place de choix dans l'historiographie. Entre autres, il a fait paraître Les Réformistes, qui lui a valu, en 2010, le premier prix de la présidence de l'Assemblée nationale ainsi que le prix Clio Québec de la Société historique du Canada. Tout récemment, soit à l'automne 2021, il a publié le livre Le Québec, tournant d'une histoire nationale chez les éditions du Septentrion dans la collection Aujourd'hui l'Histoire. En plus de sa carrière de professeur-chercheur, Éric Bédard intervient souvent dans les médias. Il a notamment été chroniqueur à l'émission Ouvert le samedi de Radio-Canada pendant 5 ans et tenu une chronique d'histoire dans les musées dans les numéros du dimanche du Journal de Montréal et du Journal de Québec. En 2016, Éric Bédard commence à animer la série Figures marquantes de notre histoire qui est diffusée sur la chaîne Emma TV, en plus d'être entièrement disponible sur le site internet de la Fondation Lionel Groulx. Tout récemment, c'est-à-dire en juillet 2022, Éric Bédard a été élu membre de l'Académie des lettres du Québec. Sur une note plus personnelle, je tiens à dire que je suis particulièrement reconnaissante de recevoir Éric Bédard au podcast parce qu'il est à l'origine, avec Julien Goyette, de la publication de carrément mon livre préféré en histoire ou en historiographie plutôt, c'est-à-dire le livre Paroles d'historien que j'ai savouré tout au long de l'été 2018 et qui a définitivement inspiré la création du présent balado. Vous allez voir dans l'épisode que quand on en parle, je deviens particulièrement animée.
Sur ce, je vous laisse sur cet entretien que j'ai eu avec Éric Bédard et je vous dis bon podcast. Donc, salut tout le monde. Aujourd'hui, le café pour la journée, c'est le café tropical de Escape. C'est un café brésilien qui, d'ailleurs, j'étais quand même assez impressionné en lisant sur le Brésil. C'est un tiers de la production mondiale de café. Ils ont une drôle de réputation parce que c'est un pays qui, au niveau de leur production de café, était très, très, très industriel. Donc, il y avait une réputation d'être de moins bonne qualité en général parce qu'on récoltait soit trop tôt, soit trop tard, soit parce que le grain n'était pas encore prêt ou le fruit lui-même. Donc, ça dépendait, mais depuis quelques années, en fait, il y a vraiment un mouvement qui se fait dans des fermes plutôt pour vraiment faire connaître le café brésilien lui-même. Donc, c'est un peu de ça que ça découle. C'est un café qui a un procédé anaérobique. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu bizarre, là, dit comme ça, mais un procédé anaérobique, c'est qu'on met le café vraiment sous vide, sans oxygène, et on le laisse fermenter là. Donc, après ça, d'aller rechercher les grains pour le faire brûler, ce qui va aller chercher plus d'acides différents au niveau du café dans sa fermentation. Donc, ça va chercher des goûts plus fruités, plus ronds. Donc, ça permet d'aller chercher vraiment une plus grande variété de goûts. J'espère que vous allez bien l'aimer. Merci. Donc, on va commencer d'emblée avec l'entrevue. Là. Ma première question, c'est d'où vient carrément l'intérêt pour l'histoire du Québec? Oh, écoute, ça remonte à mon enfance, ça remonte en fait d'abord et avant tout à une quête des origines, une quête identitaire. Okay. Donc d'abord ma famille, d'où viennent les Bédard. J'avais un grand-père qui s'intéressait beaucoup à la généalogie. Mon père avait commandé notre arbre généalogique dans les années 70. Il y avait un institut qui s'appelait l'Institut Drouin qui faisait ça pour les gens, avec parfois des livres, et puis ça pouvait être des livres de luxe. C'était une petite entreprise, hein? Pourquoi pas, vivre de l'histoire. Et donc, mon père avait commandé ça à cet institut. Il en avait fait le cadeau à mon grand-père Bédard, qui était un cultivateur de Portneuf, mais ça l'intéressait. Et lui, lisait ça, puis ça traînait. Puis très tôt, ça m'a intéressé. Et ça coïncide aussi avec une série télévisée dans les années 70, qui s'intitulait, puis qu'on peut encore voir sur Tout TV. J'ai vu qu'elle était disponible sur Tout TV. La série Racine. La série Racine, inspirée d'un roman d'un Afro-Américain qui s'appelle Alex Haley. Okay. Donc, c'est l'histoire de la famille, mais du côté, je pense, de sa mère, parce que lui, il était métis. Je pense qu'il avait un père blanc, une mère afro-américaine. Et donc, ça retraçait, dans le fond, l'histoire de sa famille, du premier... romancé, hein, mais du premier esclave américain, du premier Africain qui avait été amené de force dans un négrier aux États-Unis, jusqu'à lui. Et ça m'avait énormément impressionné, puis ça me donnait un peu le sens, non pas que j'identifiais les Québécois au drame des esclaves afro-américains, évidemment, mais cette idée d'une quête identitaire, d'aller chercher un peu l'histoire de ses ancêtres, puis de voir ce qu'ils avaient vécu. Ça m'a beaucoup intéressé. Et en secondaire 4, j'ai eu un bon professeur d'histoire au secondaire, au collège des Eudistes, le collège Jean-Eudes maintenant, plus le boulevard Rosemont, Montréal. Donc, c'est comme si, avec ce cours d'histoire, j'avais l'arrière-plan historique de l'histoire de ma famille. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à l'histoire. Entre-temps, et l'histoire aussi m'a amené à être indépendantiste. Donc, ça m'a amené aussi à une forme d'engagement dans la vingtaine. J'ai eu la chance d'avoir 20 ans en 1990, c'est-à-dire un moment où il y avait beaucoup de fébrilité politique. Les sondages montraient la souveraineté à 65%. Et puis, il y avait la chute de l'Union soviétique. Donc, l'histoire, c'était une quête des origines, c'était une histoire de ma famille, c'était une compréhension de la société dans laquelle avait grandi ma famille. Et tout ça m'a amené à militer dans les années 90. Mais mon militantisme, c'était pas le centre. C'était vraiment, j'avais une curiosité, une passion pour l'histoire, et voilà. Donc, c'est de là que ça vient, en gros. OK. Donc, la généalogie, un bon cours d'histoire de secondaire 4. Puis voilà, le reste,
je me suis pris de passion pour cette discipline. Puis là, ensuite, vous avez obtenu votre baccalauréat en histoire en 92 à l'Université de Montréal. Oui, mais au départ, je m'étais inscrit à la majeure en histoire, OK. donc juste 2 ans, parce que je pensais faire du droit, c'est-à-dire faire une chose sérieuse. Et puis, finalement, j'ai tellement aimé l'histoire que j'ai décidé de m'inscrire au bac. Puis après le bac, je me disais, je pourrais être enseignant. Alors là, j'avais fait mon certificat en pédagogie. Parce que je viens d'un milieu, comme beaucoup de Québécois, je viens d'un milieu ouvrier, modeste, et puis j'avais aucun modèle dans ma famille de gens qui avaient écrit des livres ou qui avaient été professeurs à l'université ou qui avaient été chercheurs, donc j'avais aucun modèle. Alors, c'était comme un peu inaccessible, ou c'était comme, ça n'existait pas dans mon écran radar de carrière possible. Par contre, être enseignant, j'en avais eu un bon, en secondaire 4. Je me disais, je peux faire comme lui. Et puis, je voyais quelque chose de concret aussi, un fonds de pension, un travail. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses bassement matérielles, mais qui rassurent les parents, hein, quand on leur dit ce qu'on va faire dans la vie. Et puis, voilà, donc j'ai fait ça. Puis finalement, j'ai tellement aimé aussi le bac. J'ai tellement eu la piqûre. Puis j'ai commencé à écrire dans les journaux étudiants, puis tout ça. Donc, j'ai continué en histoire. Puis, au premier cycle, ça aurait été qui, par exemple, les professeurs là, qui ont le plus marqué votre parcours? Écoutez, je veux pas être méchant ou je veux pas. C'était pas les grandes années du département d'histoire, okay. Je pense. Quand on entend les plus vieux nous parler de Michel Brunet, Maurice Séguin, ou Guy Frégault ou d'autres. Ou même René Durocher, quand il enseignait, on dit qu'il était très, très bon. Ouais. C'était pas des... Il y a eu quelques bons professeurs. J'ai eu, et pas toujours en histoire du Canada et du Québec. Moi, je dirais que mon meilleur professeur en histoire du Québec et du Canada, ça a été Pierre Trépanier. Ah oui, Pierre Trépanier était vraiment un professeur... c'était un homme un peu austère, pas un homme d'abord facile, mais c'était un homme très rigoureux, très, très rigoureux. Et je trouvais qu'il était... son cours d'histoire intellectuelle du Québec m'a beaucoup marqué. C'était un cours de 3e année, donc on n'était pas très nombreux. Il nous faisait faire des exposés sur un intellectuel. Ah, oui. Je me souviens plus. Moi, je pense que j'avais fait ça sur Paul Gouin et l'Action libérale nationale. Et puis, j'avais beaucoup aimé son cours. J'avais aimé le cours aussi, mais vous voyez, ça, c'est hors du Québec, hors de l'histoire du Québec. Un professeur d'origine américain qui s'appelait Frédéric Seeger, qui donnait un cours extraordinaire sur la France, l'histoire politique de la France contemporaine, sans notes, tout était dans sa tête. Il était vraiment exceptionnel. Il n'était pas lui non plus extrêmement sympathique, mais c'est pas grave, hein? On ne demande pas à des professeurs d'être des géos. On leur demande d'être des maîtres de leur discipline ou d'être nos amis. Alors, il était très, très bon. Donc, je ne veux pas être injuste, mais c'est les professeurs qui m'ont vraiment... Ah oui, Louis Lavallée. Louis Lavallée, lui, était en histoire moderne à l'époque. C'était pas un québéciste, même s'il a publié une monographie sur la Nouvelle-France plus tard. Mais Louis Lavallée était un excellent professeur aussi. Jean Blin était en fin de carrière. C'est lui qui m'a enseigné la Nouvelle-France, le premier. Mais il était en fin de carrière. J'ai pas eu d'autres cours avec lui. Voilà. C'était quoi les modes plus en termes de sujet de recherche dans ces années? Ah, là, c'était l'histoire sociale. Il y en avait que pour l'histoire sociale. Et là, ça me bousculait un peu, puisque moi, je venais de l'histoire. C'est-à-dire, moi, je venais à l'histoire aussi par une quête des origines, une quête identitaire, le Québec, un engagement politique. Autrement dit, je venais à l'histoire par la question nationale. Okay. Et là, on n'en avait que pour la question sociale. Et non seulement ça, la question nationale était plutôt discréditée. Oh, c'était une histoire d'hommes... une histoire d'hommes d'une élite. C'était plus un genre qui avait la cote. Et puis je comprends qu'on était en réaction, cette génération-là qui avait décidé de faire de l'histoire sociale, était en réaction contre une historiographie trop centrée sur la nation et sur les élites et sur les hommes politiques. Donc je comprends. Après coup, j'ai compris. Mais c'est sûr que c'était pas trop dans mes intérêts. Le seul, je trouvais qu'il y avait un peu d'intérêt, d'ouverture pour ça, c'était Trépanier. Mais à part lui, je voyais pas beaucoup d'intérêt pour ça. Je m'intéressais à l'histoire des idées aussi. Ouais. Donc, il y avait l'histoire politique, l'histoire des idées. Là, oui, il y avait une ouverture parmi les profs sur l'histoire des idées parce que
dans le schéma marxiste, les idées, c'est la représentation de la fausse conscience des élites. Mais c'est pas là que ça se joue. Ça se joue au niveau de l'infrastructure, des rapports de force entre les classes sociales. C'est ça qu'il faut étudier. Puis bon, le discours des élites, c'est juste un reflet ça reflète les intérêts des classes. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on voyait les choses. Il y avait l'histoire sociale, mais il y avait le marxisme qui était encore important. C'est ça. Et donc, forcément, moi, c'était pas trop ma tasse de thé, ça m'intéressait pas. Et ce qui était quand même assez paradoxal, c'est que il y en avait que pour l'histoire sociale à l'université, alors qu'on vivait des bouleversements politiques dans le Québec de l'époque. La chute de l'échec de l'accord du lac Meach, les sondages sur la souveraineté qui est à 65%. Puis pendant ce temps-là, on parle des courbes de blé au 18e siècle. Puis je voyais pas le lien. OK. Donc, il n'y avait pas vraiment de cours sur la question nationale, pas juste au Québec, mais la question nationale, l'histoire politique. C'était pas là. Puis, en fait, sinon, la stimulation, l'idée de continuer aux études supérieures, ça s'est fait comment, ça, vers la voilà, vous allez me dire, si ça vous intéressait pas, pourquoi vous avez continué? Parce que je me disais, je sentais qu'il y avait un effet de mode. Je sentais peut-être qu'il y avait un effet de mode. Je m'en faisais pas trop avec ça. Et puis... Donc, oui. Ensuite, c'est ça, vers la fin de votre baccalauréat, vous avez décidé que vous allez continuer au cycle supérieur en histoire. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? Parce que j'avais la piqûre de la recherche et puis parce que je me disais, si l'histoire que la cote en ce moment, je me reconnais pas là-dedans, je vais essayer, moi, peut-être de faire quelque chose qui, moi, m'intéresse et puis en respectant la méthode historique. Et puis c'est ça. Puis, parallèlement à ça, je me rendais compte aussi, parce que je m'éveillais, je regardais le milieu de l'histoire et je voyais qu'il y en avait d'autres qui trouvaient que la politique, la question nationale n'était pas assez discutée. Et donc, je pense qu'en 92, qui est créé le bulletin d'histoire politique, par exemple, par Robert Comeau et Michel Sarah-Bournet, des gens comme ça. Donc, je me rendais compte que je n'étais pas le seul à trouver que ça... Et le manuel, qui était le manuel de l'époque, qu'on était tous amenés à lire, qui est un manuel, je veux dire, de très grande qualité, je veux qu'on me comprenne bien, parce que je sais que vous avez reçu Paul-André Linteau, mais le fameux manuel Linteau du Rocher-Robert, en 2 volumes, c'était un peu la référence en histoire du Québec. Ça devenait la référence, c'est-à-dire l'approche de l'histoire, la façon d'appréhender le passé. Et même si encore aujourd'hui, ces 2 livres-là, je les consulte parce qu'il y a des données là-dedans, c'est très riche, c'est un bon travail, mais il n'y avait pas d'unité sur le parcours historique d'un peuple. Hein. C'était une société qu'on décomposait en fines tranches, les classes sociales, l'économie, tout ça, mais il n'y avait pas le parcours d'un peuple, il n'y avait pas la dimension unitaire d'un peuple dans l'histoire qu'on retrouve peut-être, même si c'est un autre type de volume dans mon Histoire du Québec pour les nuls, où là, j'ai essayé de raconter l'histoire d'un peuple, en sachant que dans un peuple, tout le monde ne pense pas la même chose, bien sûr, mais tu vois, c'est ça, l'histoire sociale, je ne fais pas comme si elle n'avait pas existé, je suis informé de l'histoire sociale, mais j'essaie de quand même rester fidèle à une tradition historiographique qui est celle de l'histoire d'un peuple, d'une nation. Et donc, c'est ça, cette histoire-là, je m'y reconnaissais pas. Mais je comprends maintenant que ces gens-là étaient en réaction aussi contre une ancienne historiographie grouxienne, clérico-nationaliste. Bien sûr, je comprends ça maintenant. Mais quand on a 20 ans, 22 ans, c'était pas clair, c'était pas aussi clair. Mais c'est avec le temps, puis avec le recul que j'ai compris. Et puis voilà, donc j'ai décidé de poursuivre. Et entre-temps, un hasard total, c'est que je m'étais un peu impliqué dans l'association étudiante, l'Université de Montréal, des étudiants en histoire, et j'avais fait la rencontre des gens de la FECUM, la Fédération étudiante de l'Université de Montréal, et puis je me cherchais un travail d'été, à un moment donné, je travaillais au bar de l'université, puis là, je parle de ça. Là, je me retrouve avec un contrat d'écrire l'histoire de la Fédération étudiante de l'Université de Montréal, l'histoire de la FECUM. Je fais ça un été.
Et comme ça, c'était un peu un concours de circonstances. C'était vraiment une job d'été. J'ai écrit un rapport qui a été édité, mais c'est un livre édité, c'est pas un vrai éditeur. Ça a été édité par l'association étudiante. Mais ça a été comme mon premier livre, on pourrait dire. Ça fait 200 pages. J'ai quand même une petite ligne directrice, puis tout ça. Mais ça a été le début où c'est un peu par hasard, je me suis mis à m'intéresser à la jeunesse des années 60, finalement. Les années 60, 70. Mais à une jeunesse qui n'était pas révolutionnaire, parce que la FECUM s'inscrivait dans une autre tradition que la NEC. La NEC est l'ancêtre de la classe. OK. Hein? La NEC, l'Association nationale des étudiants du Québec, des années 70, très revendicatrice, très à gauche, très anticapitaliste. Et à côté de ça, tout le monde ne se reconnaissait pas dans ce discours, un peu comme aujourd'hui. Donc, il y avait une autre type d'association étudiante qui s'était développée autour de la FECUM, plus réformiste. Et donc, vous voyez le lien avec mes réformistes, c'est-à-dire, moi, je m'intéresse pas juste aux révolutionnaires, à ceux qui veulent casser la baraque, je m'intéresse à ceux qui travaillent dans le système, qui essayent de le changer de l'intérieur. Donc, déjà, on pouvait voir ça dans ce petit travail de recherche. Est-ce que vous l'avez encore, ce petit livre-là? Oui, il est disponible. Je pense que la Fédération étudiante en distribue encore des copies. Ils en ont trop imprimé, je pense. Et puis, donc, c'est ça qui m'a amené à mon mémoire de maîtrise, c'est-à-dire que j'ai fait ce travail-là, puis ensuite, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire en maîtrise. Je pensais quasiment que ce travail-là était de maîtrise, un peu paresseux. Je m'en vais voir quelqu'un qui s'intéressait encore à ça. C'était René Durocher. René Durocher n'avait pas pris sa retraite à l'époque. Il était administrateur à l'université. Il était directeur du bureau de la recherche. Il était cadre, mais il dirigeait encore des étudiants. Et on m'avait référé à lui et mon sujet l'avait intéressé. Il m'avait dit, votre travail est correct et c'est honnête, mais c'est pas un mémoire de maîtrise. Il avait absolument raison. Puis là, en réfléchissant avec lui, il m'a dit, mais pourquoi vous travaillez pas sur les étudiants et la crise d'octobre? Puis c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser au monde universitaire, à la jeunesse des années 70 et la crise d'octobre. Comment la jeunesse des années 70 a réagi à ces événements dramatiques. Et c'est comme ça, voilà, que j'ai fait mon mémoire de maîtrise, qui a été mon premier livre. Je serais curieuse quand même de vous entendre sur les grandes lignes, les résultats de cette recherche-là. En gros, là, je l'ai réédité en 2020, quand il est arrivé le 50e de la crise d'octobre. Alors, je l'ai réédité, puis là, je l'ai vraiment mis à jour, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux. Justement, il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans la classe, qui ont décidé de faire des mémoires sur le mouvement étudiant, un peu comme s'ils cherchaient des origines. Hein? C'est bien normal. Et ils ont fait des bons travaux, notamment le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc, qui a fait un mémoire de maîtrise sur l'UGEC des années 60. Mais il y en a d'autres. Et donc, j'ai tout lu ça, et j'en ai fait une nouvelle version. Et ce qui m'a frappé en travaillant sur la nouvelle édition, là, ça me semblait encore plus clair que pour la première édition, en 98, c'est à quel point la classe politique et médiatique des années 1970 avait peur de la jeunesse. La jeunesse inspirait une frayeur parce que, oui, mais c'est quasiment logique quand on y pense. Mai 68, hein, la France est complètement paralysée pendant des mois. Quelques mois avant la crise d'octobre, on est en mai 1970, 4 morts sur le campus américain de Kent University parce que c'était des manifestations anti-Vietnam. Et donc, la garde nationale arrive, coup de feu, 4 morts. Alors là, c'était une onde de choc. C'était l'équivalent du Black Lives Matter, là, de ce qui est arrivé à George Floyd. Merci. Donc, même, vous vous souvenez de la commotion que ça a créé? C'est la même chose en 1970. Des jeunes tués par les autorités américaines. Alors, là, les autorités québécoises et canadiennes se disaient, mais là, si les jeunes commencent à prendre position en faveur du FLQ, on sera plus capable de maîtriser la situation. Il y avait le poids du nombre aussi. Ils étaient très nombreux. Et donc, puis les étudiants, contrairement, mettons, au syndicat, le syndicat, t'appelles le président du syndicat, puis t'essaies de négocier quelque chose avec lui. Ça veut pas dire qu'il va être d'accord, mais lui, il peut se retourner vers ses membres. Il y a des structures, il y a un cadre, il y a des lignes. Bon, il y a une organisation, il y a des traditions. Le mouvement étudiant était beaucoup plus éclaté. Il n'y avait pas ces mots d'ordre. Les étudiants font plus à leur tête. Il y avait toutes sortes de groupuscules. Ça fourmillait sur les campus, notamment à l'UQAM, la nouvelle UQAM, née 1 an plus tôt.
Donc, ça a inspiré une véritable frayeur. Et là, ça a été ça, finalement, la thèse de mon livre, finalement, c'est que probablement que la loi des mesures de guerre, une des clés, alors les gens disent c'est pour écraser le mouvement souverainiste, peut-être que c'était pas complètement indifférent, mais mon hypothèse, c'est que vraiment, si ils sont allés aussi fort, c'est parce qu'ils avaient peur de la jeunesse. Ah ouais. Ouais. Puis ça, j'en donne je pense que j'en fais la démonstration dans mon livre. Excellent, fascinant. Donc, vous avez été dirigé par René Durocher, finalement? Oui. Ouais, donc, c'est lui qui a dirigé mon mémoire. C'est lui qui avait préfacé la première édition du livre en 98. Super. Puis là, ensuite, vous avez quitté pour Paris pour aller étudier 1 an à l'Institut d'études politiques. Oui. Alors là, c'était après le référendum. Donc, j'avais besoin de changer d'air. Puis évidemment, le résultat n'était pas celui que j'attendais. Et j'ai été très actif au point d'être le président de l'aile jeunesse du Parti québécois et donc un des porte-parole des jeunes pour le oui en 95. Donc, très impliqué, très engagé. Et là, arrive ce résultat décevant. Donc, j'avais déjà un peu anticipé que si jamais ça passait pas, j'allais m'exiler un peu pour me changer d'air. Et Sciences Po Paris, c'est une institution un peu mythique, puisque il y a des générations de Canadiens français qui sont allés là, de Édouard Montpetit jusqu'à Bernard Landry. C'est drôle, parce que là, je viens de citer 2 économistes, mais c'est vrai que les premiers économistes canadiens-français ont été beaucoup formés à Sciences Po Paris. Il y avait une aile pour les économistes. Mais moi, j'ai été faire un diplôme pour un peu me changer les idées. C'était pas pour faire de l'histoire dans ma tête. J'aurais pu m'inscrire à la maîtrise en histoire, mais là, je me revoyais pas aller dans ma chambre puis travailler dans un mémoire tout seul, isolé. Je venais d'en faire une maîtrise, là. Donc, je voulais voir du monde, puis j'ai rencontré ma femme, donc ça a été fructueux. Et donc, j'ai décidé de faire des cours, et c'était des cours en relations internationales. Donc, ça a été comme une façon pour moi de ouvrir les fenêtres, puis découvrir le monde, comprendre les grandes dynamiques du monde. Ça a été formidable, ça m'a fait du bien, j'ai pu voyager aussi. Et puis c'est là que j'ai décidé, d'arriver comme ça, que je ferais un doctorat. C'est à Paris que j'ai décidé que je ferais un doctorat. Je ne savais pas trop encore sur quoi, mais je me suis dit, la vie académique, pourquoi pas moi, tu sais? Comment ça s'est fait? Écoutez, c'est une espèce d'éclair. J'étais dans une bibliothèque à Sciences Po. Je lisais un livre très difficile d'accès de Paul Ricoeur. Et puis, je me souviens m'être dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi j'essaierais pas moi aussi de faire une recherche de longue haleine, travail de fond, voilà, sur l'histoire de mon pays, un aspect qui restera à déterminer. Mais c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est déposé en moi, que cette idée de poursuivre peut-être une carrière académique, mais comme vous savez, hein, je dis souvent qu'une carrière académique, c'est un peu comme le show business, c'est-à-dire que il y en a plein qui rêvent d'être chanteurs, hein, ils sont bons, hein, dans leur sous-sol, ils grattent de la guitare, mais entre ça et aller devenir un artiste qui se produit sur des scènes, faire des disques, bon, on dit plus ça, mais vous voyez ce que je veux dire, enregistrer des chansons avec... on ne sait pas trop comment y arriver. Mais c'est un chemin de Damas. C'est la même chose pour un historien ou quelqu'un en sciences sociales. C'est-à-dire, si vous rêvez de devenir un sociologue ou un historien ou un philosophe, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des études là-dedans parce que c'est tellement passionnant, ça se comprend. On ne peut pas reprocher aux gens d'étudier dans ce domaine-là. Mais je ne savais pas trop comment j'y arriverais. Je ne savais pas trop si ça allait marcher, mais je me disais, je vais au moins essayer. Puis, au début de l'entretien, on parlait du fait que quand vous avez commencé vos études, vous avez très peu de figures d'identification. Fait que là, on est allé un petit peu plus vers l'enseignement pour que ça soit sécuritaire et tout. Mais là, ce que j'entends, c'est que c'est ça. À Paris, il y a comme eu le déclic. On va au doctorat, en quelque sorte. On se fait confiance, on fonce, let's go. Voilà. Est-ce que, entre-temps, comment ça s'est passé au niveau des figures, des personnes qui ont inspiré cette décision-là? Oh mon Dieu, je peux pas dire, j'aurais aimé ça avoir un vrai mentor. Non, mais j'aimerais ça vous dire, c'est telle personne, mais comme il y avait beaucoup d'histoire sociale, c'était pas trop, ça m'intéressait pas plus que ça, ce genre d'histoire-là.
Et donc, il n'y avait pas beaucoup de figures auxquelles je pouvais me raccrocher dans le domaine qui m'intéressait. Voilà. Puis dans d'autres disciplines? Dans d'autres disciplines, j'admirais... j'admirais... Il y a deux peut-être intellectuels qui se démarquaient, que j'admirais. Il y avait Fernand Dumont, que je ne connaissais que par ses écrits, même si je le trouvais parfois difficile d'accès. Mais je le trouvais intéressant et engagé, à la fois une pensée, mais à la fois un engagement. Mais l'autre, et lui, ça a été aussi, lui, c'est devenu un modèle, et pourtant, il est complètement différent, et c'est un modèle plus dans ma manière d'écrire. C'est François Ricard, qui vient juste de nous quitter. François Ricard, j'ai été très marqué par sa génération lyrique. Il publie ça autour de 92 à peu près. J'ai trouvé d'abord que c'était un livre qui était merveilleusement écrit, et c'était un essai. Donc, il me faisait découvrir le genre de l'essai. C'est pas une monographie, c'est un essai. Donc, c'est une parole assez engagée, informée. Alors, voilà, disons que c'est deux intellectuels qui m'ont inspiré, oui. Mais François Ricard pour l'écriture et Fernand Dumont peut-être pour le type d'engagement. Ouais. Voilà, ce serait eux, mais je dis souvent, j'aurais aimé, par exemple, qu'un Denis Vaugeois soit à l'université, par exemple, parce que finalement, lui, il a gardé vivante cette tradition d'une histoire nationale, d'interroger des moments de notre mémoire collective, la conquête. Il s'est intéressé à ça, mais il était à l'extérieur de l'université. Il n'y avait pas de personnage comme Denis Vaugeois à l'université auquel j'aurais pu me rapprocher, avec qui j'aurais pu travailler, qui m'aurait intégré à un groupe, comme ça se fait souvent. Il n'y en avait pas vraiment. Et l'UQAM, c'était les grosses querelles d'ego, de profs. Ça ne m'intéressait pas trop d'aller m'intégrer à tout ça. Je trouvais que c'était malsain comme climat. L'Université de Montréal. Alors, donc, René Durocher, à qui je m'ouvre de ce projet, de faire une thèse, m'a dit, écoute, va donc à McGill. Je connais bien Brian Young. C'est un bon vieux marxiste, mais c'est un homme ouvert d'esprit, il s'intéresse au Québec. Et puis, peut-être que, voilà. Et puis, donc, j'ai suivi son conseil. Au fond, on dit souvent que quand on fait un doctorat, il faut sortir un peu de son écosystème. Hein? Il faut un peu sortir soit aller à l'étranger, mais McGill, c'était un peu comme sortir de l'écosystème des historiens québécois francophones. C'était étudier dans une université canadienne-anglaise. Et en effet, j'ai été initié à McGill, à d'autres traditions historiographiques, notamment la tradition canadienne-anglaise. Même si Brian Young était un adepte de l'histoire sociale, très, très proche dans son esprit de Durocher-Lintot-Robert, son manuel qu'il a fait avec Dickinson est presque la même chose que l'histoire du Québec contemporain, c'est-à-dire le même esprit, hein? Une histoire socio-économique, peu intéressé par la dimension nationale. Mais Brian Young m'a toujours respecté, dans la mesure où j'étais rigoureux, toujours respecté ce que je faisais. Et voilà, donc il a été à sa façon un mentor dans le fait de me tout de suite m'envoyer de me donner les bonnes balises pour m'intégrer au milieu universitaire. Tu sais, il me parlait beaucoup de mon dossier. Alors, il faut que tu aies une charge de cours, il faut que tu publies dans une revue, il faut que tu fasses des fois des colloques. Il était soucieux d'un dossier qui puisse être présentable une fois que j'ai fini ma thèse. Ben oui. Et si je remarque à McGill, ils en acceptaient pas beaucoup, mais tous sont devenus profs. Michel Ducharme est à UBC, Damien-Claude Bélanger est à l'Université d'Ottawa. Je parle de gens de ma cohorte. Caroline Isabelle Caron est à York, peut-être que vous la connaissez pas, mais tous ceux de ma cohorte, ils ont tous devenu profs. Donc, ça veut dire que McGill, Brian Young et McGill, mais vous en acceptez peut-être moins, mais vous voulez être sûr que ceux qu'on accepte aient des chances de percer, de faire carrière. En tout cas, c'est ce que j'ai senti. Puis je me dis, ça pourrait nous inspirer dans le milieu francophone. Peut-être qu'on n'a pas ce souci-là assez de placer nos étudiants. Peut-être qu'on devrait en accepter aussi un peu moins, puis être sûr que ceux qu'on accepte ont des possibilités de carrière. Mais en même temps, c'est délicat. C'est délicat parce qu'il y a des gens qui ont des rêves, puis il y a des gens aussi qui font des thèses, pas nécessairement pour aller dans la carrière académique. C'est un défi personnel, c'est une ambition. Et puis, c'est pas nécessairement pour être prof, puis c'est parfait. Donc, voilà. Il n'y a pas de chemin unique. Oui.
La grosseur des départements, ça change quelque chose aussi, Oui. vraiment beaucoup. Là. Oui. Pour avoir été un petit peu à l'UQAR versus à l'UQAM, l'UQAR, c'est pratiquement un professeur pour 2 ou 3 étudiants de premier cycle. J'ai là, été professeur là 2 ans. C'est toute la différence. Là, tout à fait. Puis là, ensuite, c'est ça, au niveau de la thèse, je serais curieuse de savoir, est-ce que dans votre écriture, dans l'approche, on a senti une différence par rapport à la maîtrise à cause de l'année entre les deux qui a été faite à Paris en Sciences Po? Est-ce que l'approche, était très différente? Bon, alors là, il y en a là, des gens qui disent, bon, là, je fais ma maîtrise, mettons, sur... Là, je vais être un petit peu... je vais caricaturer, mais pas tant que ça. Je vais faire ma maîtrise sur Joliette de 1910 à 1913. Ah, je vais faire ma thèse, mais sur Joliette de 1900 à 1930. Donc, on reste à Joliette, on fait juste élargir la période, puis on fait une thèse, puis un doctorat, puis un mémoire. Moi, je voulais pas ça. Je voulais pas creuser un sillon que j'avais commencé en maîtrise. Je voulais changer complètement d'air. Je voulais être ailleurs. Je voulais faire autre chose. Et alors là, comment j'en suis arrivé aux réformistes? C'est que là, je vais peut-être vous anticiper dans vos questions. J'ai vu les questions que vous vouliez me poser, notamment sur le livre « Paroles d'historien ». Oui. C'est que j'avais un grand intérêt très tôt au bac pour l'historiographie. Donc, l'historiographie, ce que ça me fait comprendre, c'est que l'histoire est pas seulement, c'est ça aussi, mais pas seulement une science de cumulation de la connaissance. On fait pas juste cumuler des connaissances. L'histoire, c'est pas juste on ajoute une lecture des archives qui n'avaient jamais été vues, puis une brique par-dessus une brique, puis un jour, on va tout savoir. Tu sais. C'est pas comme ça. C'est une science d'interprétation. Donc, ça veut pas dire que tout est permis, qu'on peut dire n'importe quoi. Pas du tout. Il faut être rigoureux, il faut avoir des sources, mais évidemment, le regard change selon les générations. Et là, une des phrases qui m'a le plus marqué que j'ai découvert en lisant sur l'historiographie, c'est la phrase de l'historien philosophe italien Benedetto Croce, qui disait, et je l'ai découvert grâce à Serge Gagnon, qui est notre premier grand historiographe, Serge Gagnon, qui avait publié une thèse sur justement l'historiographie de la Nouvelle-France, de Groux à Louise de Chêne, à peu près, ou non, de Garneau à Groux, plutôt, de Garneau à Groux. Et cette phrase est la suivante, « Toute histoire est contemporaine. » Toute histoire est contemporaine. C'est une phrase étonnante. Toute histoire est... Il voulait dire, évidemment, les sujets ne sont pas juste d'histoire contemporaine, évidemment. Donc, on peut étudier le Moyen-Âge. Mais toute histoire est contemporaine, ça veut dire qu'au fond, l'histoire qui s'écrit reflète aussi les questions d'une époque. Donc, quand on comprend ce qui travaille une époque, ben, on voit que l'historiographie, les études en histoire, sont traversées par les questions qui travaillent une époque. Donc, une époque qui est traversée par des questionnements sur l'émancipation des femmes, ben, elle va forcément découvrir l'histoire des femmes, parce qu'on cherche les origines, on cherche... Même chose pour les ouvriers, même chose pour tous les enjeux. Donc, évidemment, il y a eu une période d'âge d'or de la question nationale, donc, bon. Mais l'historiographie, l'histoire qui s'écrit, reflète les enjeux, les questionnements d'une époque. Bon. Alors, c'est quoi les questionnements de mon époque à moi, né en 1969, qui a été totalement happé ou aspiré par ce grand combat pour la question de la souveraineté au milieu des années 90? Ben, c'est de vivre les lendemains de ça. Qu'est-ce qu'on fait après? On est dans un élan historique assez exceptionnel depuis 1960. Et là, après 2 référendums, on se retrouve un peu devant rien. C'est-à-dire, on n'a pas réformé le Canada et on n'est pas un pays indépendant. C'est une période difficile, c'est une période morose, c'est la période du déficit zéro. Collectivement, on s'en va où? Alors là, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a une autre génération qui a été confrontée à un moment semblable? Et sur qui je suis tombé? Les réformistes, évidemment. Les réformistes arrivent quand? Ils arrivent après les patriotes. Donc, j'ai voulu faire écho à travers mes réformistes à l'époque dans laquelle je vis, moi. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, je suis d'une génération qui va vivre la grande majorité de sa vie après. Ouais.
quelque chose. Encore maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Et je disais ça l'autre fois, une fois à Michel Lacombe. On vit une génération qu'on nous confond avec les boomers. Là. C'est ma fille de 21 ans. Là, je te dis qu'elle m'insulte quand elle me dit ça. J'ai rien contre les boomers. J'en suis revenu. J'ai déjà eu mes griefs, moi aussi. J'en suis revenu. Mais on est la génération d'après. Après le sida, après les crises des années 80, où là, tout à coup, là, beaucoup plus de précarité. Après la chute du mur de Berlin. Donc, on ne peut pas avoir la même espèce de naïveté, d'utopie révolutionnaire après l'échec de l'URSS, ou enfin, ça change la donne. Et après l'échec de 1995. Donc, je suis une génération... Bon. Et je me disais, mais les réformistes, c'est un peu ça qu'ils vivent. Et un personnage comme La Fontaine, je me suis reconnu un peu en lui dans le sens suivant, c'est-à-dire que La Fontaine est tout jeune au moment des rébellions de 1837. Il est tout jeune. On pourrait dire que La Fontaine, c'est le président de la jeunesse des patriotes. D'ailleurs, d'une certaine façon, c'est quasiment comme ça qu'on le présentait. Il était avec Augustin Norbert-Morin, il était toujours à côté de Papineau, il le suivait partout. Un peu comme moi, je suivais partout Parisot, je l'admirais énormément, c'était un personnage plus grand que nature, comme Papineau a dû l'être pour La Fontaine. À la différence de La Fontaine, j'ai pas voulu faire de politique, mais je me reconnaissais dans ce parcours d'une génération qui doit composer avec un après, avec une période difficile, avec une période de désenchantement. Mm-hmm. Voilà. Les réformistes, la génération désenchantée. Et moi, j'appartiens à une génération un peu désenchantée. Et donc, les réformistes, c'est de dire, je ne vais pas aller chercher des solutions chez les réformistes. On est dans des siècles, des époques complètement différentes. Mais comme disait Fernand Dumont, je vais aller rechercher une mémoire, une mémoire d'intention. Qu'est-ce que ces gens-là ont voulu faire dans ce contexte si difficile? Et puis, et un contexte difficile et un contexte sombre, puis un contexte encore pire que celui post-95. L'année 1839, c'est une des années les plus sombres de l'histoire du Québec. Un jour, il faudrait que quelqu'un fasse l'histoire de cette année-là, puisque c'est l'année des pendaisons, c'est l'année où on ne sait pas, là, il y a un conseil spécial, il n'y a plus de Parlement, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir le Parlement. Nous, on le sait aujourd'hui que le Parlement revient 2 ans plus tard, ça va aller. Non, eux, ils ne savent pas. Ils sont dans un brouillard, les pendaisons, les patriotes sont exilés, sont en Australie, sont un peu partout. Donc, c'est bien pire, hein, c'est beaucoup plus dramatique. Mais... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toute histoire est contemporaine. Donc, je me suis dit, moi, je veux faire un doctorat, pas juste pour avoir mon papier là, sur le mur. Je veux aller au bout d'une sorte de questionnement sur une génération à laquelle je pourrais, et moi et mes contemporains, on pourrait peut-être se reconnaître. On pourrait, voilà. Et puis là, les gens ont dit souvent, les indépendantistes, disons, purs et durs, on dit, tu veux réhabiliter des vendus... Parce que c'est vrai que durant les années 60, la génération des réformistes avait mauvaise presse, parce que c'était l'acte d'union, parce qu'ils ont essayé de composer avec un contexte extrêmement difficile, puis Georges-Étienne Cartier qui se fait acheter. Puis moi, franchement, je voulais pas réhabiliter personne. Je me disais, c'est une situation difficile. Qu'est-ce que moi j'aurais fait à leur place? J'en ai aucune idée. Mais voilà, donc je vais essayer de les comprendre, de les restituer dans leur époque, de voir quelles décisions ils ont prises. Et c'est vraiment ça qui m'a inspiré. Et quand on se lance dans un projet de thèse, je sais que ça vous intéresse, l'ego, histoire, puis comment... il y a beaucoup d'étudiants, j'imagine, qui vous suivent. Mais quand on se lance dans un projet de thèse, là, il faut qu'on ait une question qui nous habite dans le ventre. Il ne faut pas que ce soit juste académique. C'est sûr qu'il y a des périodes difficiles, il y a des périodes où on doute, on se demande pourquoi on fait ça, les gens nous demandent sur quoi quand est-ce que tu finis ta thèse? Mm-hmm. Tu viens juste de commencer, ils n'ont aucune idée du temps que ça prend, puis c'est correct, c'est pas grave. Mais il faut que la question, on l'ait dans le ventre. Il faut que ce soit une question qui ait du sens pour nous personnellement, pas juste pour l'historiographie. Il faut que ça ait du sens pour nous personnellement. J'ai une collègue à la TÉLUQ qui avait fait une thèse, c'est drôle, hein, une thèse en éducation sur la persistance à la thèse. Elle avait tout intérêt à pas... C'est fascinant. Non, mais à pas échouer elle-même. Là. Elle allait chercher tous les ingrédients pour savoir comment on réussit une thèse. Une chance qu'elle l'a fini. Mais elle disait que finalement... Parce qu'on dit toujours, pourquoi les gens quittent la thèse? Ouais. Ils n'ont pas d'argent, ils ont un enfant. Oui, mais ceux qui finissent la thèse, ils ont tout ça aussi. Pourquoi eux, ils finissent? Ouais. Sa conclusion, c'était que parce que les gens sont habités par leur sujet. Il faut qu'on soit habité par son sujet. Donc, quand on choisit un sujet de thèse,
Ça peut être long, hein? Ça se fait pas, on se lève pas un matin puis on a une révélation. C'est rare. Mais en général, ça prend du temps. Mais quand ça se met en place, puis on est sûr de nous, c'est une question qui doit nous habiter et on veut aller au bout de ça. Il faut que ça ait du sens pour nous. Ouais. Le temps file. Oui, je m'excuse, c'est trop long. Hein. Ben non, c'est super intéressant, j'adore ça. Ça me parle tellement en ce moment en plus. Là. Je suis en plein. Parce que vous êtes en mémoire, je pense. Ben, je suis en train de tout théoriser la patente au début. Là, ouais, fait qu'on ça. est là. Ouais. Ben, j'en profite pour faire le vol tout de suite jusqu'à la partie sur la fonction et la nature de l'histoire. Je trouve ça trop intéressant. Je veux le savoir. La question est tellement simple, mais je tiens à vous la poser. Qu'est-ce que l'histoire pour vous? Oui. Alors, l'histoire, là, moi, je pense que j'essaie de tenir en équilibre deux rôles, deux missions, deux fonctions. C'est d'abord, évidemment, c'est une façon de prendre une sorte de distance par rapport à l'époque, d'avoir une vision critique du monde, informé par tout ce qui s'est passé avant. On a, face à notre époque et aux événements d'une époque, un regard, une distance critique, des données, des connaissances qui font on peut être plus facilement, je pense, imperméable au mode et puis au prêt-à-penser, aux prophètes qui nous annoncent que c'est ça qui va se passer. Mais nous, on étudie l'histoire, on sait qu'il y en a eu des prophètes avant. Puis, il y a beaucoup de charlatans là-dedans. Donc, un genre de scepticisme sain et critique par rapport à l'époque, par rapport à ceux qui nous proposent des solutions toutes faites. Une compréhension, c'est ça. Il y a ça c'est fondamental, donc une discipline de l'esprit et une quête d'identité. Je pense que l'histoire, pour moi, c'est les deux en même temps. Je n'oppose pas l'un à l'autre. Il y a une tendance à opposer les deux, ça m'irrite. Moi, je pense que c'est une quête. Alors, je remarque ça, par exemple, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, l'histoire des femmes. Les femmes, souvent, qui vont faire l'histoire des femmes, mais elles cherchent des origines pour comprendre leurs revendications, leurs mouvements. C'est une forme de quête d'identité. Absolument. Et c'est tout à fait noble de chercher dans le passé des grandes femmes qui nous inspirent. Ben, de la même façon, quand on s'intéresse à la question nationale, on veut comprendre d'où ça vient. Un peuple qui veut exister dans l'histoire, qui veut se perpétuer, qui veut rayonner. Alors, moi, je tiens en équilibre à la fois une discipline critique et une quête d'identité, mais vous voyez que dans les deux, il n'y a pas nécessairement de militantisme. L'histoire, c'est pas un réservoir d'arguments pour militer. C'est pas là que je vais chercher ça. Quand c'est bien fait, l'histoire, c'est ça. Ça nous donne une intelligence, une compréhension du monde critique, et ça nous permet de mieux savoir d'où on vient, que ce soit à titre de Québécois, de femmes, voilà. Ça nous explique d'où on vient, quelle que soit l'identité qui s'y rattache. Absolument. Puis au niveau de la fonction sociale de l'historien, de l'historienne. Bon, alors là, ça, j'ai déjà écrit là-dessus, justement, c'est que les attentes sont contradictoires. Les attentes du public face aux historiens sont assez contradictoires. Ça m'a beaucoup frappé dans mon cheminement. Il y a des gens qui nous disent « Hey, toi, là, tu as étudié l'histoire toute ta vie. Là. Tu dois savoir vers où on s'en va. » Non, mais c'est vrai. Non, mais on se met à leur place. On passe des années à lire, là. Alors, ça doit bien te donner quelque chose pour... Puis là, il y en a qui te répètent, c'est pas savoir d'où on vient, c'est répéter les erreurs. Toutes ces phrases toutes faites qu'on entend quand il s'agit d'histoire. Moi, non, j'embarque pas là-dedans. C'est-à-dire que l'histoire, ça ne nous prépare pas à être des prophètes, là. L'histoire, c'est pour comprendre le passé, mais ce qui va se passer dans l'avenir, on ne le sait pas. Bon, ça, c'est mon point de vue. Mais il y en a qui veulent peut-être se donner ce rôle de... Il y en a qui se tournent vers les historiens, comme on se tourne vers des experts, là, tu sais, pour trancher des questions, avec une réponse claire, simple, nette. Donc, on se tourne vers un historien comme d'autres se tournent vers un épidémiologiste ou un avocat pour trancher une question, comme un expert. Il y en a qui se tournent vers les historiens comme des compagnons de route,
d'un mouvement indépendantiste, mouvement social. Donc, l'historien, c'est celui qui nous donne des arguments pour aller plus loin dans nos... Donc, un compagnon de route, donc un intellectuel organique, on disait ça chez les marxistes autrefois, d'un mouvement. On se tourne vers les historiens parce qu'on les voit comme des érudits, des gens qui nous apprennent des choses, mais qui sont pas nécessairement utiles, mais qui sont passionnantes. Alors, écoutez, j'essaie de naviguer dans tout ça, là, mais c'est ça. Souvent, les gens ont des attentes qui peuvent être différentes. Et moi, en ce qui me concerne, j'essaie de toujours distinguer mes engagements, mes opinions, comme tous les citoyens. On a des opinions sur la marche du monde. De mon travail d'histoire le plus rigoureux possible. J'essaie d'être pertinent, j'essaie d'éclairer par l'histoire le présent, mais pas avec un chapeau de militant. Bon, alors c'est ça. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est... Voilà. Très, très, très bien. J'adore les cas de figure et c'est excellent. Puis, une autre question incontournable que je dois vous poser parce que ce livre est probablement parmi les causes pourquoi on est présentement dans ce podcast. Vous allez peut-être en surprendre quelques-uns, là, parce que c'est pas biographie de je sais pas qui. Donc, ah oui, parole d'historien. Je montrais à la caméra. Oui, parole d'historien. Dans quel contexte ça aurait été l'idée de publier ce livre-là, ça s'est fait? Ben, voilà, d'abord, c'est une passion pour l'historiographie que j'ai depuis le bac. D'ailleurs, je me faisais regarder bizarrement par mes camarades qui se demandaient qu'est-ce que je trouvais d'intéressant là-dedans. Et là, en commençant mes études supérieures, maîtrise, doctorat, je tombais constamment sur des textes réflexifs d'historiens québécois qui exposaient leur vision de l'histoire. Alors, des fois, c'était des bilans historiographiques, des fois, c'était des réflexions théoriques, épistémologiques. Des fois, c'était sous la forme d'essais, genre un essai sur ma vision d'histoire, mais moi, je vous expose, c'est comme ça que je vois ça, des essais. Puis, je trouvais qu'il y avait là un corpus intéressant, riche. Et je me suis dit, moi, j'aurais aimé ça, lire ces textes-là, mais tu sais, tout regroupé dans un livre. Il y en a beaucoup, mais bon, les meilleurs. Et je fais un petit pas de côté. Au moment où je commence mon doctorat, 98, il y avait le débat de Ronald Rhoden qui faisait rage. Ronald Rhoden, je rappelle à ceux qui sont moins familiers, avait publié un article et un livre choc qui avait beaucoup dérangé les historiens de la génération d'un Paul-André Linteau en disant, au fond, cette génération-là, autant la génération d'un Groulx insistait sur le côté exceptionnel du parcours canadien-français, positif ou négatif, pour l'École de Montréal, c'était plutôt négatif, c'était une déchéance après la conquête. Groulx disait, oui, il y a eu la conquête, mais regardez, le Canada français missionnaire, on est un grand peuple quand même, on a fait des grandes choses, peu importe, mais on a quelque chose d'exceptionnel, on a une vocation. Et là, la génération Linteau du Rocher-Robert nous disait, et comme Brian Young, mon directeur, disait, non, on est une société moderne comme les autres. La Révolution tranquille, c'est à peine si ça a changé quelque chose. On était urbains comme les autres, syndiqués comme les autres, et puis ainsi de suite. Puis là, il dit, mais c'est incroyable d'être passé d'une nation avec une vocation un peu exceptionnelle à une nation tout à fait normale. Et ce que Rhoden laissait entendre, c'est que finalement, c'était une génération plutôt péquiste qui disait la souveraineté, c'est l'aboutissement normal d'une société normale. Ça, c'était son hypothèse qui a beaucoup choqué parce que c'est comme si c'était un grand plan concerté d'historiens souverainistes. Alors que c'était pas ça, c'était dans l'air du temps. Hein. Ces historiens voulaient... En fait, les historiens de la génération Linteau étaient passionnés par la modernité. Ils voulaient comprendre comment était advenue la modernité au Québec. Puis, ben oui, ils faisaient remonter ça à la fin du 19e siècle. C'est bien évident. Ben oui, l'urbanisation et tout ce qui s'est passé avec ça. C'était ça leur question. C'était pas la question du retard des Canadiens français, c'était pas la question de la conquête, c'était la question de la modernité. C'est pour ça que c'était des historiens que j'ai qualifiés de modernistes. Ils s'intéressaient à l'avènement de la modernité. Il s'avérait que la Révolution tranquille était un jalon dans l'avènement de la modernité. Et ça se défend bien, là, ce qu'ils nous ont proposé. C'est très convaincant. Alors moi, j'arrive à la thèse à ce moment-là. Donc, un débat historiographique passionnant. Tout changé. Ben oui, passionnant. Et là, je me suis dit, ben ce texte-là, justement, il faudrait l'avoir en accès
plus facile, et c'est ça. Donc là, je suis entre-temps embauché à Rimouski, mon premier poste, et je tombe, et le hasard, c'est qu'en même temps que moi est embauché Karine Hébert. La même année, on est embauché les deux, et le conjoint de Karine Hébert est Julien Goyette, qui s'avère à faire une thèse d'épistémologie de l'histoire sur Fernand Dumont. Et il est très ferré, beaucoup plus que moi en épistémologie et puis en historiographie même. On a des discussions passionnantes. Et là, il est dans un entre-deux. Il vient de finir sa thèse. Il est dans un entre-deux. Et je lui dis, mais écoute, ça fait longtemps que je réfléchis à ce projet. Ça fait longtemps. Peut-être pas tant que ça, mais j'y pense depuis un moment. Pourquoi on ne s'associe pas? Et il y avait cette collection d'après des presses de l'Université de Montréal. Ça s'appelait Corpus. Ils avaient publié un livre pour les sociologues, notamment, qui avait été dirigé par Jean-Philippe Poiret et, je pense, quelqu'un d'autre. Et c'était justement des corpus. Il y avait Claude Corbeau avait réuni des textes politiques. Et je pense qu'il y avait aussi Yvan Lamonde qui avait réuni des textes de Papineau, donc corpus. Donc, on réunit les essentiels, les textbooks, comme disent les Anglais. Alors, c'est comme ça que m'est venue l'idée. J'en ai parlé avec Julien, qui avait plus de temps que moi à y consacrer, fait que c'était parfait. Donc, on s'est divisé le travail. Il en a fait plus que moi, ça, je le dis tout de suite. Et on s'est entendu sur une forme, sur les textes, sur une chronologie. Et je suis très content de ce livre-là parce que je pense qu'il a bien circulé dans les départements. Les gens ça a été, je pense, utile, mais je suis très heureux en plus que ça vous ait marqué à ce point. Ben, tu sais, ça nous ramène encore à la question du début, hein, à avoir des modèles. Oui. Ben, ça, c'est une pluie de modèles en histoire. Oui, oui. Fait que moi, première année de mon bac, tu sais, on en parlait tantôt, là, la première année, c'est l'année charnière, pas mal. C'est là que tu décides si tu continues ou si tu arrêtes, si tu changes de domaine ou autre. Ben moi, pendant l'été, entre ma première et ma deuxième année, mais je me posais cette question-là. Puis, j'allais chercher ce livre-là. Donc, un livre d'été, en plus. C'était ma lecture d'été. Même pas un livre obligé. Non. Et là, le texte qui vous a le plus marqué dans ce collectif, ça serait lequel? Mais c'est plus fort que moi, c'est moi qui dois poser des questions. Mais je suis curieux de vous entendre. Je pense que c'est le texte de Julien Goyette à la fin. Ah oui, hein? Saisir l'historiographie dans sa perspective, dans sa dynamique historique, je pense. Oui, tout à fait. Mais je dirais, c'est ça, c'est plus aussi d'avoir des modèles. Moi, j'en lisais un par jour dans l'autobus en allant travailler. Là. Je lisais une personne par jour, ça m'a fait quasiment tout mon été. Puis, c'est quand j'ai terminé ce livre-là, je dirais que la machine est partie. Ah oui? Oui. Fait que s'il y a des étudiants du bac qui nous écoutent en ce moment, qui se posent la question, qui ont besoin de voir des historiennes ou des historiens d'un peu toutes les époques, je vous suggère fortement de tomber dans ce livre-là. Ouais, merci beaucoup. Puis là, on serait dû peut-être pour une réédition, peut-être des nouveaux textes qui ont été publiés depuis quelques années. Oui, puis j'en ai parlé avec Julien. Julien est ouvert, mais ça me fait très, très plaisir ce que vous me dites là. Parce que c'était un peu ça le but, c'était de montrer que, justement, c'est de montrer que l'histoire, c'est ça, une perspective positiviste, c'est de dire, il y a une boîte qui n'a pas été consultée. On va aller consulter la boîte, puis on va ajouter un peu de connaissances à l'édifice. Mais c'est une vision, c'est pas faux, mais moi, par exemple, dans les réformistes, il n'y a pas de boîte nouvelle que j'ai découvert. J'ai repris un corpus qui était connu, qui était disponible. J'ai lu les journaux, ou d'autres ont fait la même chose. Mais c'est de donner sens à ça et c'est de l'inscrire dans une problématique, dans une tradition de pensée, une vision des choses. Et c'est ça. Chaque génération amène un point de vue. Et c'est pour ça que c'est ça. C'est pas... non seulement, oui, on peut découvrir des faits nouveaux, absolument. On peut avoir des révélations par des archives. Mais ça ne se réduit pas à ça, l'histoire. Ben, je pense que c'est pas mal le temps qu'on a. Donc, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce qui s'en vient? Là, je travaille en ce moment fort là, sur un livre sur la Nouvelle-France. Okay. Donc, vous voyez comme je change à chaque fois d'époque. C'est vrai, hein? Alors là, heureusement, je peux pas aller plus loin que la Nouvelle-France. Je peux pas reculer, à moins que je devienne anthropologue ou archéologue. Mais donc, un livre sur la Nouvelle-France qui va être sur la formation d'un peuple en Nouvelle-France. Je reprends cette vieille question qui a intéressé beaucoup les historiens jusqu'à la génération Lintot. Je le dis comme ça, je lui rends hommage quand je dis ça, parce qu'il a été pour moi un historien important, dans le sens où, comme je vous disais, cette génération-là, c'est la modernité qui les a intéressés. Ils ont un peu délaissé la Nouvelle-France
où ils ont postulé que la nation naissait au 19e siècle avec le discours. Hein? C'était un peu la perspective d'un Dumont ou dans la Monde. Oui. La nation existe quand on a les mots pour la nommer. Mm-hmm. Mais c'est comme si ce qu'il y a avant, c'est pas vraiment une nation. Enfin, mais alors là, je me suis plongé dans des lectures plus théoriques sur ces questions-là. Moi, je vais essayer de montrer que, ben voilà, il y a quelque chose comme un peuple qui prend forme, qui se nomme pas, qui est pas... et je vais essayer de le démontrer par un travail plus académique, à côté du travail que je fais d'histoire publique, dont on n'a pas parlé, mais c'est parfait. Voilà, donc je vais essayer de le démontrer. Excellent. Puis qu'est-ce qu'on vous souhaite? Que je le sorte le plus vite possible. J'ai encore 1 an et demi, 2 ans. J'ai signé le contrat avec Boréal, donc ça me donne un horizon. Mais que je garde la forme pour écrire encore, pour publier, pour poursuivre ce métier que je trouve passionnant. Donc, c'est un métier où il y a beaucoup de gens que beaucoup de gens aimeraient pratiquer. Beaucoup de gens font des mémoires, des thèses, et il n'y a pas beaucoup de postes, j'en suis conscient. Mais quand finalement on a un petit débouché, puis quand ça peut fonctionner, c'est un métier qui est tellement passionnant. Et pour ceux qui ne trouvent pas nécessairement de poste, ça ne nous empêche pas d'écrire, ça ne nous empêche pas de publier si on est prof au cégep ou si on a un peu de temps libre. Hein, on n'est pas obligé de faire du parachute. Hein, on peut écrire des articles. Il y a toutes sortes de hobbies. Non, c'est un métier que je me trouve tellement chanceux de le pratiquer. Ça arrive chaque semaine au moins, je me dis à quel point je suis privilégié de pratiquer ce métier et j'espère que je vais pouvoir, si j'ai pas de problème de santé, poursuivre longtemps. C'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment.